Et voilà, on installe Edi Camille Kotor. Madame, Messieurs, le thème de ce jour sur Actu Décalé, formation dans nos universités publiques, les conditions de travail, un calvaire pour les étudiants. Et puis, Edi Camille Kotor, bonjour. Bonjour, Maurice. Vous êtes psychopédagogue, expert en orientation scolaire et professionnelle. Merci d'être venu sur ce plateau. Les conditions de travail, de formation dans les universités publiques. Moi, ça fait 20 ans que j'ai fait ma 4e année à l'université d'Abomey-Calavi. Et si vous ne le savez pas, mon thème de mémoire, c'est la contribution à l'aménagement du campus universitaire d'Abomey-Calavi. Et puis, j'ai dévoilé tout ce qui se passe dans le microcosme universitaire. Les briques, les étudiants s'asseyent sur les briques pour étudier. Il faut venir à l'université quand on a cours, par exemple, à 8 heures, il faut venir à 5 heures, d'autres viennent à 2 heures pour trouver de la place. Est-ce que les conditions ont changé, Edi Camille Kotor? Malheureusement, les conditions n'ont pas pour autant changé. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé, en tant qu'étudiant, de venir à 2 heures du matin pour un cours qui doit démarrer à 8 heures ou venir à 5 heures pour réserver votre place. Ce temps est révolu, mais il n'en demeure pas moins que jusque-là, les infrastructures devront accueillir les étudiants avec le flux qu'on constate après proclamation des résultats du bac chaque année. Ces infrastructures ne sont pas encore ce qu'elles devraient être. Et quand nous considérons même les dispositions du système LMD qui prévoit 25 à 30 enseignants, pardon, 25 à 30 étudiants par enseignant. Le ratio, selon les normes, c'est cela, 25 à 30 étudiants par enseignant. On pourrait dire que nous sommes loin du compte parce que là, vous continuez de voir des milliers d'étudiants face à un seul enseignant. Un seul enseignant pour gérer, par exemple, 1000 étudiants. On se demande pour quelle qualité de contenu d'enseignement, pour quelle qualité d'enseignement, pour quelle qualité ou quelle compétence, voilà, de cadre demain pour notre nation. Avant de vous laisser continuer, des efforts sont faits puisque nous avons appris que, par exemple, au lieu de 2000 étudiants en droit ou 3000, les étudiants sont, sont classés par session et suivent les cours tour à tour. Oui, mais cela ne règle. Le problème n'est pas réglé. Pour autant, je prends par exemple une faculté comme la FASEG, faculté des sciences économiques et de gestion, où à l'Amphi 1000, les étudiants, les étudiants autorisés pour un groupe. Le groupe, voilà, le groupe, oui, groupes, ils font maintenant des groupes, session, oui. Mais dans le groupe de l'Amphi 1000, par exemple, les étudiants dépassent le millier. Et quand je prends la fille à 750, qui abrite aussi des étudiants, ou qui accueille les étudiants, toujours de la FASEG, il dépasse aussi on voit à l'image. Voilà. Là, par exemple, c'est l'Amphi 1000. Et vous voyez cet effectif pléthorique pour un seul enseignant. Et le drame, c'est que l'enseignant... Est-ce qu'il y a des micros, est-ce qu'il y a des haut-parleurs pour permettre aux étudiants... Malheureusement, ça n'existe pas. Et je ne conçois pas qu'en 2023... qu'en 2023, nous ayons cet effectif d'étudiants dans un amphi sans un dispositif de sonorisation. Dans un système LMD. Dans un système LMD. Pour permettre à ces étudiants-là qui sont totalement derrière, dans la salle ou dans l'amphi, de recevoir ce que dit l'enseignant. Et puis, ce qui est encore plus grave, c'est que les étudiants n'ont pas la possibilité de réclamer. Vous n'avez pas le droit de dire... Vous n'avez pas Oui, vous n'avez pas le droit de dire à l'enseignant, par exemple, au professeur, par exemple, que vous ne suivez pas. Vous n'avez pas ce droit-là. Vous ne devez pas perturber le cours du professeur. Non, mais si moi je suis là, vous me dites ça. Non, mais vous êtes venu, on est venu en amphi pour recevoir la connaissance. Oui. Et lorsque pendant un cours de 3 heures de temps, vous n'avez rien entendu, vous ne percevez rien de ce que dit le professeur. Non, on doit sonoriser. On doit sonoriser. Je pense que c'est basique. L'équipement sonore. Oui, c'est le minimum. C'est le minimum. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des enseignants qui sont obligés eux-mêmes de prendre leurs moyens, de payer des speakers, je veux parler des woofers, pour se déplacer avec, de façon à pouvoir se faire entendre dans les amphis. Et je trouve que ce n'est pas normal. C'est à l'université de prendre les dispositions pour que tous les étudiants, quelle que soit leur filière, puissent recevoir la formation comme cela se doit. La constitution du 11 décembre 90... Est-ce que les étudiants continuent de s'asseoir sur des briques à l'université d'Abomey-Calavi? Pas un moment. Quand je prends par exemple certains amphis, les mobiliers sont défectueux. C'est bien que des étudiants parfois
Soit ils sont debout, ou si ça ne les dérange pas, ils sont appelés à s'asseoir à même le sol, ce qui n'est pas normal. Parce que dans ces conditions, on ne peut pas espérer former une relève de qualité. Les conditions dans lesquelles on reçoit l'enseignement ou on reçoit les connaissances sont capitales en fait pour la mise en œuvre de ces connaissances reçues. Lorsque vous êtes, dans des conditions exécrables de formation, c'est évident que demain, vous ne serez pas productif. Parce que simplement, les conditions n'étaient pas optimales, n'étaient pas remplies. C'est dans ces conditions que nous avons étudié, c'est vrai. Il dira que nous avons étudié. Laissez-moi finir. Je dis, non, quand on a souffert, non, mais je dis quand on a souffert en tant que parents, on voudrait tout mettre en œuvre pour que nos enfants souffrent moins que nous. Pas leur offrir de la facilité, mais on voudrait offrir les meilleures conditions à nos enfants. Et puis, quand j'en parle, permettez-moi, la loi 90-32 du 11 décembre 90 dispose en son article 8. C'est la Constitution? Oui, la Constitution. Alinéa 2, l'État, assure l'égal accès à tous les citoyens à l'éducation, à la culture, à la formation professionnelle, à l'emploi. Est-ce que dans ces conditions, on peut véritablement espérer que les étudiants reçoivent l'enseignement ou les étudiants reçoivent le savoir dans les meilleures conditions? Point d'interrogation. Et quand nous prenons la loi 2003-17 du 11 novembre 2003 portant orientation de l'éducation nationale en République du Bénin, en son article déjà premier, cette loi dispose: l'éducation en République du Bénin constitue et demeure la première priorité nationale. Ça veut dire que avant même de parler de tous les autres secteurs, c'est d'abord sur l'éducation qu'il faut mettre un point d'honneur. Mais tel n'est pas le cas. Vous l'avez dit, votre mémoire portait sur la thématique contribution à l'aménagement du cadre de vie. Mais aujourd'hui, mettez pied dans nos universités publiques. Non, et c'est la désolation. Déjà, parce que le boulot d'étranglement, c'est de 500 hectares. Nous avons retrouvé 99 hectares et quelques qui existent là maintenant pour l'université. Et donc, il faut que l'université ait déjà de l'espace pour pouvoir construire. Aujourd'hui, est-ce qu'il y en a encore? Et que l'espace là soit mieux exploité. Moi, je pense qu'il faut déjà d'entrée féliciter tous ceux qui ont pris part à l'université d'Abo et Calavé. Pourquoi? Pour étudier. Non, mais écoutez, moi... Ce fut un calvaire. Moi, j'ai fait la sociologie. Et je sais combien on était en sociologie quand j'ai commencé la première année en 2006-2007. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Et puis, ceux qui ont été peut-être à l'abri de ce problème, c'est ceux qui ont fait les écoles. ENAM, ENEAM et autres. Voilà. Eux, d'accord. Et tout le monde n'a pas les moyens forcément. Tout le monde n'a pas les moyens. Moi, j'ai passé le test de l'ENAM, mais j'ai échoué lamentablement. Donc, c'est pas grave. Mais je suis allé en faculté, j'ai vu la difficulté de certaines personnes. Moi, j'avais peut-être aussi un peu de moyens. Il y en a même dont les parents sont à Gbanizou, à Zakota, et qui sont ici, et qui n'ont personne. Et qui sont ici. N'avaient même pas de résidence universitaire. Oui, bien évidemment. Donc, il y a tellement de choses qu'il faut régler, mais qui, malheureusement, ne sont pas réglées. On a pu voir, oui, quand Patrice Talon est arrivé, fort heureusement, on a installé le Conseil national de l'éducation. On a annoncé beaucoup de projets. Et je voulais vous en parler. Je me suis dit qu'ils ont commencé les réformes progressivement. Peut-être d'abord par saigner le milieu et après penser maintenant aux conditions. Mais attention, Patrice Talon est là, ça fait déjà 7 ans quand même. Oui, mais... Et le CNE est là, ça fait 3 ans. Oui, donc ça fait 3 ans. Moi, je pense... Déjà? Oui, déjà. Moi, j'étais le jour là, c'est moi-même, je crois que c'est moi qui ai couvert ce reportage au Palais de Congrès. À la salle bleue. Et le chef de l'État était là pour les installer. Et j'estime que c'est des situations sur lesquelles il faut agir de façon prioritaire. C'est des urgences en fait. Oui, parce que c'est une question... Donc il fallait démarrer les réformes par là. C'est une question de souveraineté. On a pu voir aller à l'université, il y a, comment on appelle ça, les trucs de Obama là. Il y a un centre Obama, ils ont mis et c'est des salles de cours. Zone master. Zone master, voilà. Vous allez voir que c'est conçu pour 20, 25, 30 personnes, pas plus. Mais c'est bondé de monde. C'est bondé de monde. Ah bon? Allez-y voir les étudiants de la FAST debout dans les salles des zones master, en train de suivre le cours. Debout. Et donc, sous le chaud soleil. La FASEC, ça n'a pas changé. La FADESP, ça n'a pas changé. Donc, vous prenez, attendez, vous allez en anglais, n'en parlons pas. Allez en sociologie, mais pardon. Et donc, c'est un problème. Fort heureusement que l'université Parakou a été créée. Fort heureusement que sous Boniaï,
certains centres ont été délocalisés pour être envoyés ailleurs. Sinon, en réalité, regardez comment est-ce que l'université pourrait se retrouver aujourd'hui. Tellement du monde, pas d'espace. Et puis les tableaux, les infrastructures. Il y a tellement de choses à régler. Il y a tellement de choses à régler. Ça ne répond à rien. Et ce qui me choque dans tout ça, c'est que nous avons un recteur qui, au lieu de se pencher sur ces questions, se penche sur des revendications des étudiants. Et quand les étudiants font des revendications, il est prêt à réagir. Mais il y a des problèmes qui existent dans la maison. Les problèmes qui Par exemple, les tableaux qu'il faut peindre pour que... Regardez, un bâtiment où il n'y a plus... Alors que le cadre de travail est important. Contribue au résultat, énormément. Énormément. Ce qui fait mal... Vous allez à l'université, vous devez avoir envie d'apprendre. Ce qui fait mal, c'est les enseignants qui ont eu la chance de voyager une fois au moins dans leur vie. Qui ont vu ailleurs meilleures conditions, mais qui sont... difficiles. Regardez le tableau. Voilà, par exemple. Sur lequel, moi je suis professeur, je viens, si on ne change pas le tableau, je ne travaille pas. Et ça, c'est à l'université. Je ne travaille pas sur ce tableau-là. C'est ce que je dis, c'est que nous avons des cadres, des gouvernants qui ont la chance de voyager et qui vont voir ce que les gens font mieux dans leur pays, viennent ici, mais sont incapables d'implémenter ce qu'ils ont pu voir pour améliorer les conditions de travail et de vie d'études des étudiants. Après, on va dire les étudiants réclament trop, il faut les réprimer, autant de choses. Moi, je pense que le plus important, c'est de se pencher sur les questions. Nous avons peut-être, en notre temps, on avait peut-être le bac déjà après 19 ans, 20 ans, 21 ans, pour certains 22 ans, 23 ans pour certains. Donc, oui, minimum, c'était à notre génération. C'est 18 ans, c'est 19 ans, 20 ans. Mais c'est un enfant a le bac à 15 ans, à 16 ans. Ils sont déjà à l'université. Et est fragile. Va se retrouver face à cette difficulté, chaque jour d'office sur son... Il y en a qui démissionnent, il y en a qui démissionnent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup sont obligés, de parents sont obligés d'envoyer les enfants dans les universités privées. Lesquelles universités privées aussi forment... D'ailleurs, il y a ce problème aussi. Regardez, vous étudiez dans ces conditions pendant 4 ans ou 3 ans, vous avez le master ou la licence ou le master, vous sortez, mais vous n'êtes pas opérationnel pour le marché de l'emploi. Il y a cette question d'employabilité qu'il faut régler. Les curriculaires de formation, déjà les conditions d'études ne sont pas bonnes. Et les curriculaires de formation ne sont pas adaptés aux besoins du marché de l'emploi. Cela suppose que quoi? Vous allez là-bas pour faire des sacrifices pendant des années, mais au final vous sortez bondé de diplômes, mais malheureusement, vous n'avez pas de répondants. Et ça, c'est bien dit. Vous donner 2 minutes pour également évoquer d'autres aspects. Oui, mais si vous permettez, je reviens sur ces... pour les étudiants à l'université. Merci, je reviens sur cet aspect. L'article 9 dispose l'école doit former aussi pour l'auto-emploi que pour la fonction publique et le secteur privé. Et quand on prend aujourd'hui les curriculums... Oui, non, ça c'est dans la loi d'orientation de l'éducation nationale, oui. Et cette loi qui prend, appui sur la Constitution, bien évidemment. Et donc, l'État doit former pour l'auto-emploi, la fonction publique et le secteur privé. Mais tel que Roland le disait, est-ce qu'aujourd'hui, nous formons véritablement pour l'auto-emploi? Je ne pense pas. Le programme PSIE que le gouvernement a initié, c'est un très bon programme. Malheureusement, il se fait que les compétences recherchées à partir de ce programme ne sont pas forcément les diplômés que nous avons formés dans nos universités. Publiques. Dans les universités privées, d'accord. Privé, oui, on peut trouver, mais pas public. Pas pour autant. Il y en a quelques écoles ou centres, quelques facultés qui donnent des éléments. Mais ceux dont le PSIE a besoin, ceux dont le marché de l'emploi a besoin, ce n'est pas ceux formés en sociologie dans les facultés classiques. C'est beaucoup plus les universités privées qu'on voit des étudiants. Déjà, les personnes formées dans les appels ont commencé. Et puis, plus loin, l'article 3 dit l'école doit permettre à tous d'avoir accès à la culture, à la science, au savoir, au savoir-faire et au savoir-être. Bonjour, oui, nous savons que quelqu'un en est. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Oui, il y a l'appel Monsieur Haro. Oui, Haro, il appelle de Boycon. Voilà, vous avez donc la parole. Voilà. Je suis véritablement sur le thème de ce jour et qui fait objet des différents commentaires et d'appréciation sur le plateau de ce matin. Merci beaucoup, monsieur Haro. Voilà. Nous tous avons eu la possibilité de faire notre université. Et je vous avoue que quand moi j'ai eu mon bac en 2001, et je me dirais que c'est une opportunité pour moi
objectif personnel que je me suis fixé. Mais quand j'ai mis pied pour une première fois à l'université et en amphi, et surtout à la classe où je m'étais inscrit en sociologie, c'était la désillusion. La désillusion totale. Ou en socio, il y a une salle qu'on appelle la salle S1, qui est une salle de classe, comme nos différentes classes de collège. Qui est à l'étage. Plus de 1000 étudiants. C'est là l'affaire a commencé dans ces conditions. Comment est-ce qu'on peut véritablement se dire qu'on veut former des cadres, des élites pour notre pays où le professeur est coincé, son bureau pratiquement est occupé par des étudiants qui impliquent pour négocier à peine difficilement, même la fenêtre ne parvenait pas à suivre les cours. Est-ce que comme cela on peut avoir de crédibilité à ce qui se fait dans notre université? On a autant de problèmes. Ceux qui vont et qui sortent ne sont pas forcément des nations étudiées dans des meilleures conditions. Vous sortez du collège, meilleur. Et après cela, je me suis dit que les meilleures études s'arrêtent en classe de terminale. Parce qu'à l'université, surtout à Montréal, ce n'est pas la peine. C'est une honte pour le quartier latin de notre pays. Et heureusement que le gouvernement de la Russie a fait de prendre des dispositions, ne serait-ce que pour corriger le tir. Et je souhaite que ça soit de façon hardie et urgente. Comme le polycopie dont le président de la République avait fait des cas. Des formes d'harcèlement. Vous étudiez, on a des groupes de travail. Un professeur vient en train de dire non, après Dieu que c'est lu, après des conditions toxiques, le cadre qui ne rime pas, qui est véritablement contrainte avec les ambitions de notre pays. Il y a des professeurs qui profitent de ce cafouillage qui s'érigeait en Dieu. Après Dieu, c'est eux. Et oui, mais c'est pas la peine, mais je souhaiterais que vous rameniez ce débat de façon répétée pour qu'on puisse se prononcer, aller en profondeur de ce que vit le Bénin, qui ne nous honore pas, qui constitue né à la séparation dans notre université et qui constitue né au début de certains professeurs qui ne viennent pas et qui militent sur les polycopies. On en voit, quand vous allez là-bas, il faut prêter suffisamment de fonds pour les polycopies. Justement, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Dans nos universités, dans les autres universités en Occident, en Chine, consort, depuis la base, l'enfant est habitué à la technologie. Comment sortir un piston, comment fabriquer ceci, cela. Maintenant, on va en passer les jeunes là-bas. Et aujourd'hui, on parle de chômage. On pense que c'est du ressort d'un régime ou bien de la Russie. Non. La base est sautée et c'est suffisamment grave. Journaliste, je vous dis, c'est grave. Oui. Quand vous allez là, dans la différence, vous allez à Nancy 1000. C'est dangereux. On vous aura compris. On vous comprend, monsieur Ao. Oui, on comprend. Vous avez donc touché du doigt tous les problèmes réels qui se passent à l'université, dans nos universités publiques. Voilà, Laura Roland-Tonekes, oui, je vous ai vu prendre des notes. Oui, c'est triste ce qui se passe. C'est à croire que c'est vrai qu'il l'a dit, on ne va pas imputer la responsabilité au gouvernement de la rupture parce que nous venons de loin. On est venu de très loin. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Bon matin. Ça va bien, merci de vous présenter. Monsieur Timothée. Monsieur Timothée, vous nous appelez d'où? Je m'appelle Avrancourt. Avrancourt, oui. Allez-y pour votre préoccupation. Moi, je m'en vais vous dire que ce problème, c'est un problème global qui date de vieille date. Et aujourd'hui, je m'en vais vous dire, est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, on continue de même chemin pour pouvoir atteindre nos objectifs? Non. Aujourd'hui, je ne vais pas vous proposer d'y aller en Chine et avoir pour étudier. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que nos étudiants deviennent. Vous voyez ce que fait maintenant le
président chinois. La poste mondiale maintenant est revenue maintenant au président chinois. Hein. Et il faut que nous, les Béninois, on se réveille. On parle de quartier latin. Effectivement, les Béninois apprennent. Mais il faut qu'on rebondisse maintenant sur d'autres chemins de bataille. J'adresse directement au président Patrick Talon. Parce qu'il a fait la politique béninoise. Il faut qu'il fasse maintenant la politique africaine. Pour que l'Afrique devienne, prendre d'autres chemins. Les matières premières ramenées de l'Afrique pour l'Europe et on nous ramène les mêmes scénarios ici à nous répondre. Il faut que ceux qui ont commencé à se libérer, il faut que ça tourne autour de l'Afrique. Et qu'on ait un pouvoir qui se fait non. Je pas rester au Bénin, dire casser la terre, jusqu'à ce que nous donnons des pays de l'autre image. Il faut qu'ils reviennent maintenant. J'adresse à Patrick Talon. Et il peut le faire. Ok. Merci beaucoup, monsieur Timothée. Monsieur Timothée, merci. Merci, monsieur Timothée. Il a dit qu'il faut qu'on fasse des efforts, qu'on ne dise pas seulement quartier latin. Parce que quartier latin seulement, ça ne suffit pas, parce que à force de le dire, sans faire des efforts, on deviendra quartier chrétien. Quartier chrétien de l'Afrique. On ne le souhaite pas. On ne va pas le souhaiter. On veut aller de l'avant. On veut être vraiment le quartier latin dont on parle si tant. Oui, j'allais dire, les derniers mouvements d'humeur à la FLAC, par exemple, se justifient aussi parce que nous disons, vous savez, voilà un département, une faculté où, en lettres modernes, il n'y avait que 8 enseignants. Et les 8, c'est véritablement 3 qui sont disponibles. Pour combien d'étudiants? Pour plusieurs centaines d'étudiants, oui, bon, plusieurs centaines d'étudiants, parce qu'en lettres modernes quand même. Et puis, les étudiants étaient obligés d'aller en mouvement de grève parce que depuis 4 ans, 5 ans, il y en a qui ont fini la licence et qui attendent d'être programmés pour la soutenance, qui n'ont même pas eu de professeurs pour les suivre parce que les professeurs permanents n'existaient pas. Et au-delà de ça, les professeurs demi-dieu ou après... Oui, bonjour, monsieur Alice Michel. Oui, c'est Michel. Oui, monsieur Alice Michel, comment allez-vous? Très bien, alors pour ça. Très bien. Dites... D'accord, merci beaucoup. Je parlais donc des enseignants demi-dieu. Après Dieu, c'est eux. J'ai eu vent d'une situation dans une faculté dont je tais le nom. Voilà l'enseignant qui a cours et qui vient après 1h30. Le cours est prévu pour 1h, mais il a accusé 1h30 de retard. Mais le temps qu'ils viennent en amphi, les étudiants ayant eu faim ont décidé d'aller manger, voilà. Et à leur retour, l'enseignant était déjà en salle. L'étudiant entre, l'enseignant lui demande de sortir. Et l'étudiant explique, voilà, excusez monsieur, j'ai eu faim à un moment donné, j'ai voulu. Et il demande à l'étudiant de rentrer, de retourner chez lui. L'étudiant dit, permettez-moi d'aller prendre mon sac. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, merci de vous présenter. C'est Atchoupé Alain de Porte-Nouveau. Monsieur Atchoupé Alain, comment allez-vous? Je rends grâce, ça va très bien. D'accord, allez-y pour votre préoccupation. Mais l'université aujourd'hui, vraiment, on ne comprend rien. Mais pourquoi qu'est-ce qui bloque maintenant des gens comme Joël Aïvo maintenant? Voilà des projets qualifiés. Qu'est-ce qui le bloque? Pourquoi on le bloque? Le gars, il a la volonté. On ne parle pas de Joël Aïvo aujourd'hui, mais on parle des conditions de travail à l'université. Oui. Donc je disais, l'étudiant a demandé l'autorisation pour aller chercher son sac, tout au moins. Avant de rentrer, le professeur dit non, niet. Et puis l'étudiant entre en amphi pour chercher son sac. Le professeur, lui, il ramasse ses effets. Il disparaît. Ah? Les étudiants ont dû former une délégation pour aller le supplier. Et je dis que ce n'est pas possible. C'est pour ça que la délégation au contrôle et à l'éthique, installée le 3 février dernier, doit pouvoir agir aussi. Et ça continue. Là, nous avons commencé le deuxième semestre, mais depuis 3 semaines, il y a des étudiants qui viennent en amphi de 7h à midi et ne voient aucun professeur venir. Et ce n'est pas qu'on prend la peine de les informer, de leur dire par le responsable, voilà, le professeur, l'enseignant ne sera pas là, vous pouvez disposer. Et je dis, c'est une jeunesse qu'on est en train de sacrifier. Ce n'est pas possible. Bonjour, madame. Bonjour. Ah oui, Madame bonjour. Rachel. Moi, Rachel. Oui, bonjour le plateau. Comment allez-vous? Ça va bien, je vous.
Ça va, merci beaucoup de participer au débat. Je l'ai bien suivi, je suis dans l'émission il y a chez moi. Tous les matins, on présente l'émission. D'accord, c'est les conditions du travail des étudiants dans les universités publiques. Pardon? Les conditions difficiles du travail des étudiants, d'études des étudiants dans les universités publiques, c'est de ce sujet que nous parlons. Mais merci de nous avoir appelés pour participer. Je pense que oui, aujourd'hui, quand vous regardez un peu la situation et la manière dont certains enseignants se comportent, ça pose un problème. Et d'ailleurs, il a évoqué cette question d'absence non justifiée des enseignants qui livrent les jeunes au vice. Partie, oui. Soit c'est le garçon qui va peut-être commencer par aller jouer ou bien aller s'adonner à la cybercriminalité parce que le temps là, ou bien la nature ayant horreur du vie. Une fille qui devient sa copine et après il devient papa. La fille qui a quitté, je dis n'importe quoi, paierait parce que ce qu'elle veut faire c'est à l'université d'Abomey-Calavi. Elle vient ici, on lui a loué une chambre malheureusement. L'enseignant ne vient pas, il y a un quidam qui vient la baratiner et finalement elle tombe enceinte, l'avenir est sacrifié. Donc je crois que l'un dans l'autre, toutes ces situations contribuent à installer, à pérenniser les vices au niveau des jeunes. Et donc il faut vraiment travailler à cela. Parce que si l'étudiant est dans de bonnes conditions, il aura envie d'aller étudier chaque fois. Parfois, l'étudiant a envie d'aller à l'université, mais se rappelle qu'il doit rester tout derrière complètement et que c'est difficile d'écouter le professeur. Par conséquent, est-ce que c'est la peine d'aller dans ce cours-là? Il vaut mieux que j'aille m'amuser, que j'aille faire d'autres choses, et après je vais prendre les polycopes et étudier. Malheureusement, vous allez voir que quelqu'un a dit tout à l'heure, les polycopes, on en a tellement acheté, et les gens continuent d'en acheter aujourd'hui. On nous a annoncé qu'il y aura Wi-Fi gratuit à l'université, et que les gens pourraient, de leur maison, suivre les cours sur les smartphones. Ça a commencé, ça fait combien de temps? Où en sommes-nous? Quel est le résultat? Quel est le bilan? Personne ne fait le bilan. Donc, autant de choses qu'il faut régler aujourd'hui. Autant de choses à régler. Et quand nous parlons de polycopie, c'est parfois des documents qui sont envoyés très en retard. On ne prend pas la peine d'être... Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, allez-y, vous voulez participer au débat. Présentez-vous, vous nous appelez d'où? Sinon, quand on va parler de conditions de travail à l'université... C'est M. Achoupe Alain. Allô, M. Achoupe Alain est revenu? Allô? Oui. C'est M. Achoupe Alain? Non. Présentez-vous alors, s'il vous plaît. Vous nous appelez d'où? Bon, c'est Marc Aïbo. D'accord, vous nous appelez d'où? Bon, je vous appelle depuis Banikwara. Okay. Ah, d'accord, allez-y maintenant. Marc Aïb. Ok, donc je disais tantôt que quand on va parler peut-être des conditions de travail à l'université, il y a un point essentiel qu'on doit relever de là, vous savez. C'est manque des professeurs qualifiés là. Maintenant, en tout cas, je viens de dire tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé du professeur Joël Aïbo et vous l'avez raccroché. Oui, mais ce n'est pas de Joël Aïbo que nous parlons, monsieur. Nous parlons des conditions de travail. Ok, d'accord. On ne refuse pas. On peut parler de professeurs non qualifiés, mais on ne va pas vouloir faire de développement sur le professeur ici. Quelle est votre préoccupation, monsieur? C'est parti. Oui, merci. J'allais revenir sur ceci. Le décret 2021-379 du 14 juillet 2021 portant statut type des universités publiques en République du Bénin prévoit en son article 5 les domaines doivent répondre aux besoins du marché de l'emploi au plan national, régional et international. Et puis plus loin, les universités doivent assurer le développement des infrastructures d'enseignement, de recherche et de vie communautaire nécessaires à ces activités. C'est dire qu'en principe, si on se base sur les tests de la République, nous savons déjà ce qu'il y a lieu de faire. Et plus loin, je parlais de la délégation contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur. Ça, c'est le décret 2023-021 du 25 janvier 2023. Donc ça, c'est récent. Portant AOF de la délégation contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur. En article 5, la mission et les attributions. Cette délégation assure le contrôle des enseignements et l'évaluation des enseignants. Veille à la qualité des enseignements. Et veille au respect des obligations professionnelles et de la déontologie par les enseignants. Et puis, Roland en parlait. Lorsque l'enseignant, par exemple, se fait appeler le demi-dieu ou le suprême, et au-delà de lui,
il n'y a plus rien. Avant, après lui, il n'y a rien. Ça pose un problème. Parce que la déontologie voudrait aussi qu'on accorde un certain respect à l'étudiant, voilà, qu'on a en face de soi. En réalité, c'est à peine 20% de connaissances qu'on arrive à transmettre aux étudiants. Et le reste, c'est les recherches personnelles, la curiosité de l'étudiant à fouiller. Mais malheureusement, il se fait que ces 20%-là posent encore problème. Parce que les conditions dans lesquelles on transmet ces connaissances ne sont pas forcément les meilleures. Et de cette manière, quelle relève pourrions-nous espérer demain? Le problème se pose et ça continue. Je dis... Quel appel doit-on lancer? Oui, le premier... En fait, quand on parle aujourd'hui de l'efficacité... Quand vous regardez aujourd'hui la liste des meilleures universités au monde, l'université d'Abomey Calavi ou les universités du Bénin sont très loin. Je n'ose pas le dire, mais nous sommes très loin. Ça veut dire que nous avons encore du chemin à faire. Certes, des efforts sont faits. On en est conscient. Mais quand on considère par exemple le flux d'étudiants, aujourd'hui nous sommes à plus de 96 000 étudiants à l'université d'Abomey Calavi. Mais quand on considère le flux d'étudiants qui vient s'inscrire chaque année, on doit pouvoir réguler. Réguler de deux manières. Réguler l'accès à l'université. Le temps en fait, oui, que nous avons parti. Oui, tout le monde n'est pas... Si vous avez un appel à lancer. N'oubliez pas qu'une décision avait été prise pour l'accès à l'université où les gens crient, on a dénoncé ici pour dire l'université n'est pas faite que pour les enfants de riches. Donc, oui, je suis d'accord, mais quand je parle de régulation, c'est la réorientation, par exemple. Si on n'a pas pu tout développer, on peut revenir sur le sujet mercredi prochain. Bien sûr. En 30 secondes, lancer un appel par rapport à ce qu'on a dit et je vais conclure rapidement. L'appel que je lance, c'est de désengorger les filières classiques qui sont bondées de monde, en réorientant les étudiants ou les nouveaux bacheliers dans des filières porteuses, je vais dire, mais qui ne sont pas encombrées. Ensuite, je voudrais dire, c'est trois choses fondamentales pour assurer la qualité dans l'éducation. C'est quoi? La première, c'est les curricula de formation. Quels sont les contenus d'enseignement que nous transmettons aux enfants, des contenus en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi. Donc on va parler des curricula de formation mercredi prochain alors. Ok, deuxièmement, c'est les infrastructures. Et en dernier ressort, il s'agit des formateurs, les enseignants là. Quelles sont leurs qualifications? Voilà les trois maillons à actionner pour espérer une qualité dans l'éducation. On va parler de ces trois maillons qui certainement aura contribué, oui, en une seconde. Je pense que le gouvernement précédent a pu réaliser quelques infrastructures en termes d'amphi à l'université d'Abomey Calavi. Quand vous passez au bord de la voie, vous allez voir un peu, on voit les noms même sur les amphis. Le gouvernement actuel ferait mieux d'aller dans le même sens. Le Conseil national de l'éducation est là depuis 3 ans, le pouvoir en place est là depuis 7 ans, pratiquement bientôt 8 ans. Il faut que le gouvernement travaille à réorganiser les conditions d'études des étudiants. Je pense que ce n'est pas encore exclu de créer une troisième université. On peut le faire encore aujourd'hui. Merci beaucoup. Le gouvernement actuel le fait. Merci Idi Camille Koto, merci d'être venu nous parler donc de ce sujet-là. Et nous allons y revenir mercredi prochain. Mesdames, Messieurs, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci pour donc l'indulgence de la diffusion. Merci à Marcel Yedo qui a réalisé cette émission, Alain Alou et Martin Toïnset. Et de l'autre côté, c'est bien modeste pour le community manager. Je voudrais inviter les uns et les autres donc à rester dans le cadre du sujet dont nous débattons pour ne pas aller dans tous les sens. Il y va de notre intérêt. Merci de nous avoir suivis et bonne journée à toutes et à tous.